Aujourd'hui, on se penche sur une période assez courte, mais Intense. 1962-1963. Oui, 2 années charnières. Et qui, si on suit l'analyse historique qu'on a examinée, aurait pu, changer pas mal de choses au niveau mondial. Tout à fait. Avec 3 figures clés au centre, John F. Kennedy, Enrico Mattei et puis Charles de Gaulle. Voilà. Alors, la base de notre discussion, ce sont des extraits d'un document intitulé « L'histoire interdite ». Et il faut qu'on soit clair dès le départ, notre but ici, c'est de vous rapporter ce que dit cette source, ses arguments. On ne valide rien, on n'affirme rien. On explore juste une thèse particulière. C'est ça, on expose une lecture des événements. Donc, l'idée, c'est de comprendre la vision que ce texte prête à ces 3 hommes, une vision commune pour réorganiser un peu le monde post-colonial. Et aussi d'identifier les forces qui, toujours d'après cette analyse, se seraient opposées à ce projet. Exactement. Alors, plongeons dans cette analyse, qui est assez interpellante, on peut le dire. Oui, le point de départ est fort. 3 leaders, 3 pays, des parcours différents, mais une ambition commune supposée par la source. Une ambition de remodeler les équilibres géopolitiques, économiques. Surtout économique, oui, dans ce contexte de décolonisation très actif. Et quelle ambition cosse! Le texte parle carrément de briser le monopole de certains empires économiques. Oui, de tourner la page de l'ère coloniale vraiment. D'imaginer une autre répartition des richesses, rendre leur souveraineté au peuple. C'est ça. L'idée d'un axe Kennedy, Mattei, De Gaulle qui chercherait à allier la puissance et la justice. Ça paraît presque... Presque idéaliste, oui, mais l'analyse ne s'arrête pas là. Elle donne des exemples concrets dès 1962. Ah oui. Et lesquels, par exemple? Eh bien, Kennedy qui reçoit Ahmed Ben Bella. Le leader algérien tout juste libéré. Exactement, à la Maison Blanche. Un geste interprété par la source comme clairement anticolonial. Et un signal pour un monde multipolaire donc. Voilà. Au même moment, vous avez Enrico Mattei, le patron de l'ENI en Italie. La compagnie pétrolière d'État. Très influent. Très. Et il s'activait pour sortir les pays producteurs, notamment arabes, de l'emprise des Seven Sisters. Les grands cartels pétroliers anglo-saxons. Tout à fait. Et le texte va loin, il évoque la thèse d'un sabotage pour expliquer son crash d'avion en octobre 1962. Ah oui, quand même. La mort de Mattei, présentée ici comme un potentiel assassinat lié à son combat contre ces cartels. C'est une affirmation forte de la source. C'est une des affirmations choc du document, oui. Et De Gaulle pendant ce temps. Et il n'était pas en reste, j'imagine. Non, effectivement. Après avoir mené l'Algérie à une indépendance complète... Une rupture nette, pas une indépendance contrôlée. Précisément. Eh bien, De Gaulle échappe lui-même de justesse à plusieurs attentats. Attentat attribué à l'OAS dans l'analyse. Oui, l'organisation de l'armée secrète qui était farouchement opposée à l'abandon de l'Algérie française. C'est ce que pointe le texte. Bon, on voit le tableau, une vision, des actions assez radicales pour l'époque. On imagine bien que ça a dû déranger. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors qui, d'après cette source, voyait ces taxes d'un mauvais œil? Quelles étaient ces forces d'opposition? Alors, l'analyse décrit une sorte de coalition d'intérêts, informelle, mais puissante. Et transnationale. Ok. Et qui trouve-t-on dedans? En première ligne, les grands cartels pétroliers, Exxon, Shell, BP, sont nommés. Liés, selon le texte, à des groupes financiers comme les Rockefeller. C'est ce que le document avance. Ensuite, il mentionne certaines organisations mafieuses. La mafia, carrément. Oui, la Cosa Nostra américaine, des clans siciliens, dont les activités, d'après le texte, touchaient aux affaires pétrolières et peut-être à certains services secrets. Pétrole, mafia, services secrets. Ça commence à faire beaucoup. Et ce n'est pas tout. S'ajouteraient des services stratégiques de différentes puissances, alliées ou rivales. D'accord. La source parle aussi de milieux pro-Israël. Pourquoi? À cause de l'insistance de Kennedy apparemment pour contrôler le programme nucléaire israélien à Dimona. C'est l'inquiétude qui rapportait. Je vois. Et enfin, de manière plus large, tous les réseaux, disons, financiers et coloniaux qui préféraient des indépendances plus contrôlées. sur le modèle marocain, peut-être. Voilà, plutôt que la rupture franche comme l'Algérie. Ce qui est vraiment intéressant dans l'argumentation de la source, c'est que le danger de cet axe Kennedy, Mattei, De Gaulle, ce n'était pas l'idéologie. Non, pas du tout. Pas une menace communiste ou autre. Non. Le danger, c'était leur efficacité potentielle. Exactement. Leur capacité supposée à reprendre vraiment les commandes, politiques et économiques. Pour les transmettre au peuple, comme le dit le texte. C'est ça. Et face à cette menace perçue d'un vrai changement, la thèse centrale du document, c'est celle d'une neutralisation.
une neutralisation concertée. C'est ce que suggère l'analyse, que ces leaders auraient été délibérément stoppés. Mattei et Kennedy, par assassinat. Oui. Et De Gaulle par des tentatives répétées et une pression politique énorme. L'auteur suggère que l'histoire bascule parfois dans l'ombre. Quand certaines ambitions deviennent trop dangereuses pour ceux qui tiennent les rênes du pouvoir mondial. C'est l'idée forte du texte. Donc, pour résumer la proposition de cette source, un bref moment, en 62-63, où un autre ordre mondial peut-être plus juste semblait possible. Incarné par ce trio, Kennedy, Mattei, De Gaulle. Et qui aurait été activement, brutalement éteint par les défenseurs du statu quo. C'est une réinterprétation assez radicale de ces années-là, effectivement. Oui. Et encore une fois, c'est important de le redire. On a exploré ici les arguments, les faits tels que présentés dans ce document précis. Tout à fait, sans porter de jugement sur la validité historique de cette thèse en particulier. Notre but était d'en exposer la logique. Exactement. Et on laisse chacun repartir avec la question que pose cette analyse, quasiment mot pour mot. Ces événements de 1962 et 1963, qui touchent ces trois hommes presque en même temps, est-ce que c'était juste une série de coïncidences tragiques ? Ou, faut-il y voir, comme le suggère ce texte, les pièces d'un puzzle ? Le puzzle d'une stratégie coordonnée pour bloquer un changement majeur du pouvoir mondial. Voilà, qui en effet donne matière à réfléchir.